Quand j'étais étudiant, je travaille dans une morgue la nuit. N'attends rien de personne. Fais ce que tu peux pour quand même subvenir à tes besoins. Le temple le plus sacré, c'est la femme. Chez nous, en milieu anago, yoruba, tout ça là, quand on dit que toi, un homme, tu es infertile, tu n'existes plus. Moi, je me disais que même si elle ne faisait plus d'enfants, j'allais adopter. Donc la famille a commencé par s'inquiéter. On dit non, le problème c'est vous, monsieur. Vous ne pouvez pas, à l'étape où vous êtes là, vous ne pouvez même pas faire d'enfants. C'est impossible. Bienvenue sur Dis-moi Angela, le meilleur endroit pour apprendre les bonnes pratiques en santé et qui tiennent compte de la sociologie des pays africains. Bonjour, votre santé, c'est mon défi. Merci de m'accompagner en likant cette vidéo, en vous abonnant à la chaîne. Et c'est parti! Je reçois aujourd'hui Monsieur Bienvenu Adjacent. Le nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais tout à l'heure, vous allez le découvrir. Alors, Monsieur Adjacent, comment est-ce que vous vous portez? Je me porte à merveille. Vous êtes content d'être ici chez moi? Merci, je suis vraiment ravi. Merci pour cet honneur que vous me faites en m'invitant sur cette prestigieuse émission, j'allais dire. Parce que parler de la santé, c'est parler de la vie. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Avant de continuer, j'aimerais bien que nous trinquions ensemble. Pas de problème. Alors, je trinque à notre santé pour 10 mois, Angela. Merci. Monsieur Adjacent, je suis très heureuse, moi également, de vous recevoir parce que finalement, nous sommes entre nous. Vous le savez, lorsque le bébé traîne à venir dans le couple dans nos pays africains, on porte le chapeau à madame, aux femmes généralement. C'est pour cette raison que j'ai invité Monsieur Adjacent aujourd'hui pour nous parler de son expérience. Mais avant, nous allons ensemble le découvrir. Monsieur Adjacent, bienvenue. Comme quoi vous vous appelez en plus bienvenue. Vous allez me dire ce que vous faites dans la vie. On commence par ça. Merci beaucoup. Parlant de ma profession, Monsieur Adjacent, bienvenue que je suis à l'état civil, a touché à beaucoup de choses. Ouais, d'abord titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques. Je suis passé par une radio à Parakou. C'est ça, je le disais tout à l'heure, finalement on est entre nous. Merci. Je suis passé par une radio où j'ai appris beaucoup de choses. J'ai passé au moins 7 années de ma vie dans cette radio. Ok, en tant que journaliste. Oui. Après cela, je suis allé à l'enseignement, où j'ai été professeur vacataire. À Parakou. Et bon, je me suis dit, bon, je ne peux pas sortir de la presse. De cette manière, il faut créer quelque chose pour quand même marquer mon passage sur la terre. Où je suis allé créer, j'ai créé aussi à Parakou le journal L'Accent, l'hebdomadaire L'Accent entre-temps à Parakou. Ouh là là. Donc j'avais eu un peu de soucis, comme vous connaissez le monde médiatique aujourd'hui au Bénin. Donc après ça, je suis venu à Cotonou pour quand même, pas pour me chercher, pour encore me définir. Et arrivé à Cotonou, je suis allé à l'imprimerie où j'ai travaillé comme imprimeur. Et oui, aujourd'hui, il y a de cela 3 ans, je me suis investi dans la couture. Et vous habillez hommes et femmes? Hommes et femmes, oui. J'habille hommes et femmes. Ce que vous portez là, c'est vous-même qui a... Ça sort de chez moi. Ah, d'accord. Merci pour la publicité. Et nous vendons à l'étranger aussi, peu partout. Dans les pays africains, en Europe, on en voit aussi, on reçoit des commandes. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà, je trouve que vous avez un beau parcours. Merci. Et je voudrais que vous donniez un conseil aux hommes de façon générale parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile pour les jeunes de s'insérer lorsqu'ils ont fini par apprendre quelque chose, lorsqu'ils ont un diplôme. Le chemin est difficile et souvent, il y en a qui lâchent. Et je vois que vous n'avez pas hésité à faire beaucoup de choses. Vous savez, lorsque j'étais petit, mon grand-père me disait toujours quelque chose avant sa mort.
N'attends rien de personne. Fais ce que tu peux pour quand même subvenir à tes besoins. N'espère rien de personne. Et ne crois pas aux promesses que les êtres humains vont te faire. Tu es capable de faire ce que tu peux pour arriver réellement. Et j'avais gardé ça dans ma tête. Et j'ai grandi. Pour moi, je me suis dit que le mot chômage n'existe pas. Et comme on le dit, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de honte dans ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que tu trouves à faire, fais-le bien. Même si on me propose aujourd'hui le balayage, je vais le faire. Pour moi, il n'y a pas de honte dans ce que nous faisons. La honte, c'est le vol. La honte, c'est la paresse. C'est ça. C'est ça qui est la honte. La paresse, c'est la honte. Mais lorsqu'on trouve... Moi, quand les jeunes aujourd'hui me disent qu'ils sont au chômage, ça m'étonne. Le Bénin est un pays d'opportunités. Nous avons tout au Bénin. Comparativement aux autres pays de la sous-région, le Bénin a tout. Ça, c'est la vérité. C'est ça. Et on a des opportunités qu'il faut saisir pour ne pas dormir dans l'oisiveté. En fait, il faut se battre. Oui, il faut se battre. Se battre. Et quel est le background qui vous a permis, en fait, de toucher à tous ces métiers-là, finalement? D'abord, il faut dire que je crois beaucoup en Dieu. Et moi, ma foi me permet de dire que le jour où je vais me marier, je dois prendre soin de cette femme-là. Parce que Dieu dit que c'est à la sueur de mon front que je vais manger mon pain. Donc, partout où je vais transpirer pour avoir le pain, je suis prêt à transpirer. Vous avez fait des études? Oui, j'ai une maîtrise. Et je vais vous dire quelque chose. Quand j'étais étudiant, je travaillais dans une morgue la nuit. Ah. Oui. J'étais prêt à tout pour avoir de l'argent. Je n'avais pas peur. Vous avez lavé les... Si, pour moi, c'est rien. Quand j'étais étudiant, vous n'aviez pas peur? Non, la peur vient d'où? Partagez avec moi cette expérience-là. Non, la peur vient d'où? Donc, la peur se crée dans notre tête. Celui qui est parti... Comment vous arrivez, en fait, à vous introduire dans ce milieu-là? Un jour, je me suis dit, mais attendez, parce que je faisais du zémédia, d'accord? Et un jour, on m'a proposé d'amener un corps dans une morgue, la nuit. Oui, et je l'ai fait. Arrivé là-bas, j'ai vu que le monsieur était seul. Mais toi, tu es seul ici. Est-ce qu'il peut venir t'aider? Il dit, on va dire ça au patron. Et les nuits, si tu ne vas pas, tu es libre, tu viendras. Je suis allé, j'ai parlé au patron. Il a dit, bon, si tu peux. Et les nuits, vraiment, quand je n'ai pas... Les nuits, on ne va pas au cours. La nuit, je vais travailler. Et le matin, je suis à l'université. Ce qui m'intéresse, pour avoir côtoyé laver des corps, je vais dire, dans ce milieu, est-ce que vous avez une petite anecdote? Les morts, là, ils ne se réveillent pas la nuit, des choses comme ça? Les morts ne se réveillent pas la nuit, non. Oui, dites-moi. Non. Aucune anecdote? Quelque chose qui vous a frappé? Ce qui m'a frappé dans ce milieu, je me suis rendu compte réellement que tout est vanité. C'est tout ce qui m'a frappé. Que quel qu'en soit ce que nous sommes ici-bas, la gloire, l'honneur, quand ça finit, c'est ça, c'est la finalité. Vanité, la vanité. Quand je regarde un homme qui est parti, moi je le respecte pour le combat qu'il a mené sur cette terre. Et je le respecte également parce que c'est fini pour lui. Et je me suis dit, la manière dont c'est fini pour lui, un jour aussi, pour moi, va terminer de cette manière. Et ça a cultivé en vous, on va dire, l'humilité. L'humilité, surtout la l'humilité. Grande humilité. L'humilité, ça m'a permis de faire tout ce que ma main touche. Je ne suis rien en fait. Donc à l'époque, vous aviez donc une maîtrise en quoi? Si. Maîtrise en quoi? Juridiques. En sciences juridiques. Ouais. Et le soir, vous alliez dans un milieu, dans le milieu des morts. Oui, pour chercher de l'argent. Pour chercher de l'argent. Franchement, vous êtes à féliciter. Merci. Mais quelles sont les qualités qui vous ont guidé sur le chemin? Oui, je l'ai dit tantôt. D'abord, il y a mon grand-père qui me motivait quand j'étais petit. N'attends rien de personne. Et les promesses que les hommes vont te faire ne sont que du vent. C'est rien. Toi-même, tu peux y arriver. Ce que je voudrais comprendre, vous êtes nerveux, je sais déjà que vous avez cultivé l'humilité. Mais quand vous étiez petit, par exemple, quels sont les reproches qu'on vous faisait en termes de... D'accord. Donc j'ai tapé sur le bon. Quand j'étais petit, j'étais très nerveux. Oui.
Et c'est ça qui faisait de moi, peut-être à l'époque, un homme courageux. Parce que je n'avais peur de rien. D'accord. Ma nervosité mettait en moi la force de vouloir tout affronter. Je n'avais pas de limite. Peut-être c'était pour ça que... Et quelle est la plus grande qualité que vous avez selon vous? Est-ce que je peux dire mes qualités? C'est difficile de parler de difficile soi. de parler de On sait soi. déjà que vous êtes humble. C'est difficile de parler de Mais soi. après, C'est très difficile de parler qu'est-ce de que soi. votre famille, elle aime? Ma famille aime ma générosité, surtout. C'est votre Oui, tous générosité. ceux qui sont autour de moi. Oui, votre famille, mais votre femme. Ma femme, elle aime aussi ma générosité. Donc c'est à cause de ça qu'elle est restée avec vous. Bon, Vous non. pensez? De cette générosité qui... Non, ce n'est pas ça qu'elle a vu. Qu'est-ce qui l'a attiré chez vous? Ma femme, parce que j'aime écouter. Ok. J'aime écouter. Et j'aime porter le fardeau de mon prochain avec lui. Peut-être c'est ça qui l'a motivé à rester avec moi. J'aime beaucoup écouter. Quand quelqu'un a des problèmes, j'aime l'écouter. J'aime avec lui trouver des solutions. Je n'aime pas abandonner mon prochain qui a des problèmes. Et vous vous mariez à quel âge? Je me suis marié à près de 35 ans. Pourquoi? 35 ans. Pourquoi finalement à Oui. 35 ans? Oui, pourquoi 35 ans? Parce que je suis sorti d'une famille de polygamie. Et ma mère avait quitté aussi très tôt le foyer. Donc il fallait que je prenne soin d'elle aussi. Donc je me disais que si je ne le faisais pas, je suis l'aîné. Il n'y a personne d'autre qui peut venir le faire. Donc je l'ai fait. À un moment donné, elle-même m'a dit, mon fils, ça va. Il faut te faire un foyer. C'est ça. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez me dire, avec votre femme, comment ça s'est passé après le mariage, quand vous vous êtes mariés. Ok, après le mariage, en 2011, en 2013, Dieu nous a fait grâce d'un garçon. Et après ce garçon, elle a eu encore une autre grossesse en 2016, début 2016, qui ne s'était pas passée comme on l'avait souhaité. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait fait une rupture d'utérus. D'accord. Donc on a eu une fille prématurée de 6 mois, 15 jours à peu près. Et elle est repartie Elle est malheureusement. repartie 3 mois après. Oh là là. Et elle était très jolie fille, on voulait tout Oh faire là pour là. qu'elle reste. On a tout fait, mais elle est Je repartie. compatis. Merci. Elle est repartie. Donc après elle, un an après, on a commencé encore par chercher d'autres enfants, parce qu'on ne peut pas rester sur un seul enfant, vu nos réalités aujourd'hui africaines. En parenthèse, comment est-ce que votre femme, elle a vécu cette fille qui est repartie? Ça a été très difficile pour elle. Très difficile. Mais je pense que j'ai été aussi un soutien. J'ai été un soutien pour elle. Et vous-même, d'ailleurs, ça vous a fait extrêmement mal. On oublie souvent que le père aussi porte une certaine douleur quand ça arrive. Quand ça arrive. Ouais. Quand ça arrive, le père ne doit pas se laisser abattre parce qu'il doit être un soutien pour sa femme. Mais lui aussi, il a quand même mal. L'homme pleure à l'intérieur. Cette lame ne saute pas. Mais la femme pleure à l'extérieur. Parce que nous, les hommes, comme le disait mon grand-père, nous sommes des guerriers. Donc ça a été difficile, mais je me motivais en moi-même. Mais tu es un guerrier. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu es un guerrier. Donc très rapidement, vous avez essayé encore d'avoir... Encore un an après, une année après, mais ça ne venait plus. Donc en 2017, 2018, malgré le fait que vous ayez fait l'amour tout le temps, 2019, vous n'avez pas ça eu ne venait d'enfant. pas. Jusqu'en 2019, ça ne venait pas. Donc la famille a commencé par s'inquiéter. L'autre est déjà grand. Vous attendez quoi? Ces questions me faisaient mal. C'est ce qui se passe souvent dans les sociétés africaines. Hein. On s'ingère dans le couple, on raconte beaucoup de choses. Donc c'était très difficile pour vous à porter. Même les amis, des amis proches à moi, m'ont fait des propositions. Non, tu peux prendre une femme et faire un enfant dehors. Sinon, tu t'en vas. Donc on vous proposait des vieillis, femmes. Oui, mais je ne peux pas faire ça à ma femme. Je ne peux pas lui faire ça. Elle ne mérite pas ça. En fait, nous avons un enfant. Moi, je me disais que même si elle ne faisait plus d'enfants, j'allais adopter.
une fille. Ah, Et vous les deux, pensez à une oui. adoption Oui, j'avais pensé automatiquement à une adoption. pour Bénin, en Afrique? Oui, parce que pour moi, je disais que c'était elle qui était stérile. Mhm. Vous voyez? Mm. Et je disais que comme elle avait fait même une rupture, peut-être c'est à cause de ça qu'elle ne pouvait plus enfanter. Mm. Et dans la famille aussi, ça doit être ça. Hein. Tout le monde pensait que Tout c'était le monde, elle. oui. Et- Mais même les amis ont pensé que c'était elle. Oui. Dans ma famille, Mm. c'était elle. C'est ce qui se passe généralement dans nos sociétés africaines. Dès lors que il n'y a pas d'enfant dans le couple, on pense que c'est la femme qui est stérile. Et aujourd'hui, les médecins n'aiment même plus parler de stérilité. Stérilité voudrait dire que c'est irréversible. Mais de façon générale, aujourd'hui, il y a tellement de méthodes, même si vous n'arrivez pas à enfanter vous-même, tellement de méthodes pour avoir un enfant que on préfère parler d'infertilité. Donc, dire que une femme est stérile, ça, c'est stigmatisant et les médecins n'aiment plus dire ça de cette manière-là. C'est péjoratif. Et donc, on va parler d'infertilité. Donc, on pensait que c'est votre femme qui était infertile. Que c'était elle qui était le problème. Le problème. Et tout le monde lui jetait la pierre. Mais si elle ne peut plus faire d'enfant, va te trouver une autre femme. En 2019, bon, jusqu'en 2019, vous avez commencé une petite maladie. La fièvre, température élevée, les tensions artérielles, l'insomnie surtout. Et déjà en 2019, j'avais constaté quelque chose, mais je ne savais pas que cela peut être à la base d'une infertilité. Vous voyez, quand nous faisons l'amour ensemble, la semence, eh bien, le sperme que je mettais était devenu liquide. Très liquide. Très liquide. Et n'était plus beaucoup. Ok. Donc le volume du sperme a diminué. Et c'est devenu clair. C'est devenu très clair. Très clair. Pour moi, bon, c'est rien. Vous voyez, pour moi, c'est rien. Donc c'est quand j'étais tombé malade que je suis allé à l'hôpital. On m'a dit non, monsieur, vous avez le staphylocoque. Ah d'accord, une infection. Une infection, j'ai fait. Une infection à staphylocoque. Le spermogramme, voilà. Oui. On ne peut pas trouver ça dans les analyses sanguines. Mais il faut prélever. Ça, c'est mon domaine à moi. Je suis ingénieur en analyse biomédicale. Merci, donc. Quand vous venez, nous vous prélevons quelque chose au niveau de votre sexe. C'est là, maintenant, dans le sperme, qu'ils sont allés trouver que j'avais le staphylocoque. Oui. C'est un germe qu'on appelle staphylocoque. On va dire que c'est un microbe qu'on appelle staphylocoque. Voilà, qu'ils ont traité. Après le traitement... C'est pas un virus, c'est une bactérie. Une bactérie, exactement. Après cela, maintenant, on me demande que je dois faire une échographie. Moi, j'étais étonné. Mais ce sont les femmes qui font l'échographie. L'échographie vient d'où pour l'homme? Échographie, c'est juste pour observer un organe. Moi, je n'ai jamais. C'était la première fois. D'accord. Et quand ils ont fait l'échographie, ils ont dit non, monsieur, vous avez non seulement 2 varicocèles qui sont bien placés, mais il y a aussi un kyste au niveau de votre testicule. Oh là là! Le kyste était très bien développé. Même je vois, c'était gros. On dirait qu'il y avait 3 testicules. Donc vous sentiez une boule au niveau oui, avec des douleurs, oui, il n'y a pas un moment. Au niveau de vos testicules. Voilà. Donc, si je peux résumer, Monsieur Adjacé, il avait donc un kyste, une boule. Oui. Il sentait ça, mais avec beaucoup de douleur. Il sentait aussi ce qu'on appelle varicocèle. Il faut savoir que la varicocèle, c'est en fait une dilatation des veines autour du scrotum et on va dire, du cordon spermatique. Et ça fait aussi très mal. Très mal. Et ils m'ont proposé une intervention chirurgicale, ce que j'ai accepté. Mais après l'opération, ils m'ont promis non, après cette intervention, vous allez enfanter. J'ai dit d'accord, Dieu merci. Donc au départ, on a cru que c'était madame qui avait des difficultés à enfanter. Donc parce que entre-temps, c'est vrai que elle a eu un garçon. Donc on va parler d'infertilité secondaire du couple.
Et elle a eu aussi une rupture utérine entre-temps pour une deuxième grossesse. Donc, très tôt, quand l'enfant ne venait plus, on a du coup pensé à elle. Mais après, monsieur a eu des symptômes qui l'ont emmené à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'on va constater qu'il a la varicocèle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, finalement, il faut dire que l'infertilité aujourd'hui, il y a 30% qui peuvent être imputables à l'homme. Il faut qu'on arrête donc de penser de go à la femme lorsqu'il y a une infertilité dans le couple. Et la varicocèle, comme il le disait tout à l'heure, peut être responsable de votre infertilité tout simplement parce que la varicocèle, ça va augmenter la température au niveau des testicules. Et lorsque cette température est élevée, on va dire que la production des spermatozoïdes devient difficile. Et quand on n'a pas de spermatozoïdes, il faut comprendre que pour avoir un enfant, ça va être difficile. Monsieur Adjacin aussi avait une infection à staphylocoque, ce qui peut arriver aussi lorsqu'on a une infection, on peut ne pas avoir une bonne un spermatozoïde ou un sperme correct pour féconder la femme. Ils m'ont dit non, après cette intervention, votre femme peut tomber enceinte désormais. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est là ils m'ont dit le problème de votre couple. Parce que là, mon épouse a fait des échographies, tout ça là, tout était normal. On dit non, le problème c'est vous, monsieur. Vous ne pouvez pas, à l'étape où vous êtes là, vous ne pouvez même pas faire d'enfant. C'est impossible. Et si on ne vous fait pas cette intervention, vous allez porter cette infertilité secondaire à vie. Et après même, ça peut créer d'autres problèmes. Donc, ils ont fait l'intervention. Mais je me suis rendu compte qu'après, c'était en décembre 2019, le 31 décembre 2019, il m'avait opéré. Et l'intervention, comment ça s'est passé? Bon, on vous a fait une, on va dire, pas totalement, générale? Pas générale. Juste au niveau... Jusqu'en bas. Voilà. Oui. J'entendais, j'étais là, j'étais conscient. C'est après que vous entendiez tout ce qui se passait, tout ce qui se faisait, les va-et-vient, les agents, oui. Bon, j'étais là, je disais, bon, on n'a qu'à faire, on va voir. Qu'est-ce que vous disiez? Vous étiez un peu dubitatif, hein? Ouais. Parce que pour l'homme, quand même, le sexe représente beaucoup. Ouais. Et donc, lorsqu'on doit toucher au sexe de l'homme, ça devient quelque chose de très prenant émotionnellement. Il faut dire même que le jour-là, c'était ma première fois, je vais vous dire, c'était ma première fois d'être nu devant d'autres femmes. Je suis très pudibonde de moi. Hein. Donc, j'étais tellement gêné. Oui, mais elles étaient des professionnelles. Donc, quand on est malade... Bon, c'est là que j'ai senti que j'ai su vraiment que quand tu es malade, là, ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient aux autres. C'est quand ils finissent, ils vont te remettre ton corps, ils vont te rentrer chez toi. Donc, le pansement, tout ça, bon, tout était fini. Le médecin m'a dit, bon, c'est bon, je peux partir. En 2020, ma femme était tombée enceinte. J'ai dit, waouh. Juste après l'opération. Oui, 2020, vers la fin de l'année 2020. Mais à 3 mois de la grossesse est tombée. Oh là là, encore. Donc, oui. C'est là, après les examens, ils ont dit non, c'était un œuf blanc. Oui. C'est là que j'ai appris ça pour la première fois. C'est là on m'a expliqué ça, que le spermatozoïde qui a fécondé l'ovule là n'était pas en forme. C'est-à-dire que jusqu'à présent, mes spermatozoïdes là n'étaient pas encore en forme. C'est ça. Mais dites-moi, est-ce que vous avez partagé avec votre femme tout ce que les médecins vous ont dit à propos? Oui, je lui ai dit. Vous avez eu le courage de lui en parler. Et quelle a été sa réaction à elle? Elle m'a soutenu. Elle m'a beaucoup soutenu. Elle dit non, je ne te vois jamais comme un homme infertile. Quand tu regardes mon chéri, je vois la fertilité. Fonce seulement, ça va donner.
Elle m'a soutenu. Elle était un vrai soutien pour moi. Et je vais dire que ce soutien vous a quand même aidé C'est ça qui m'a aidé continuer à avancer, oui. Sinon, vous savez, chez nous, en milieu anago, yoruba, tout ça là, quand on dit que toi, un homme, tu es infertile, tu n'existes plus. C'est grave. Ouais, c'est la honte. Tu ne peux même pas t'asseoir dans l'assemblée des hommes de ton village. Quand les hommes sont assis à l'arbre, sous l'arbre à palabre, toi, tu disparais. Donc finalement, le secret est resté en famille. Entre nous deux. Voilà. Oui. On ne l'a pas partagé. C'est resté entre nous deux. Elle m'a beaucoup soutenu. Donc en 2019, vous finissez par l'enceinte. 2020. 2020. Oui. Elle a une grossesse, mais malheureusement, ça tombe 3 mois après. On parle d'œuf clair. Œuf clair. Ça dit que jusqu'à présent, ce n'est pas bon. J'ai dit, bon, je dois chercher encore un autre spécialiste. C'est de là, je me suis dit, bon, il faut aller au CNHU. Et je ne sais pas si je peux dire son nom. Oui, allez-y. C'est là-bas que je suis allé. J'ai demandé l'urologue. On m'a montré son bureau. Je suis allé, je l'ai vu, je l'ai salué. J'avais sorti tous les papiers qui étaient avec moi. Il dit, c'est mon problème. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour moi? S'il n'y a plus d'espoir, dites-le moi. Il m'a regardé dans le visage, il a souri. Il dit non. Je précise que l'urologue, c'est justement... Le professeur Yevi Magloire. Voilà, le professeur Yevi Magloire. Yevi Magloire. Il m'a dit non, ça c'est rien votre problème. Je vais encore vous opérer. Je dis, ça ne me dérange pas. Et il a opéré la varicocèle. Parce que ce qu'ils ont fait, ça avait raté. Mais bizarrement, le kyste qui était au niveau du testicule qu'ils ont enlevé là, est encore revenu. Ah. Mais lui, il a dit qu'il ne va pas l'opérer. Il va le faire passer avec des médicaments. Il dit, mais lui là, il est qui? C'est que les gens sont opérés, c'est gros dans la bouteille, on va remis là. Lui va faire passer. Ok, il n'a qu'à faire passer, on va voir. Chacun n'a qu'à faire pour lui. Donc, il m'a opéré. Il m'a vraiment opéré. Et comme il l'a promis, il n'a plus touché au testicule. Oui, au testicule, au kyste. Il a fait passer ça avec des comprimés, vraiment. Il m'a prescrit des médicaments, j'ai pris. Ça a disparu. Même après l'échographie de contrôle, ce n'était plus là. Et je suis allé faire l'échographie des varicocèles, c'était au top. C'est là qu'il m'a dit maintenant, tu peux enceinter. Tu peux faire d'enfants. Toute cette période a duré combien de temps? Cette période, c'est jusqu'en, disons, en 2022. En 2022, donc 2 ans. 2 ans après, 2022. Mais quand lui il m'opérait, il me parlait, il me donnait, il me rassurait. Pour moi, c'est que... Vous n'étiez pas sûr? Non, je n'étais pas sûr, du tout, du tout. Vous n'aviez même plus confiance, vous aviez perdu espoir. Oui, c'est pour que mon épouse ne dise pas que tu as baissé les bras. Que vous avez essayé. Oui, elle était un soutien, m'encourageait, tout ça là. Bon, et en 2024, elle est tombée enceinte. Pour moi, je me disais que, est-ce que ce n'est pas les œufs clairs là encore qui est arrivé? Ce n'est pas l'affaire d'œufs clairs là qui est arrivé. Comme à maison. Je ne croyais pas toujours. Le jour qu'elle m'a dit qu'elle est enceinte, je dis, mais attends, qu'est-ce que la femme l'a dit? C'est vrai ça? Je ne croyais pas toujours. La grossesse, on n'accompagne pas sur la grossesse. Je suis allé parler au professeur Magloire. Il m'a dit, bravo. Le jour-là, il était content. Il nous a offert une bouteille de vin blanc. Il était vraiment content. Très content. C'est une satisfaction morale pour le praticien qui arrive donc à régler le problème de son patient. Il était vraiment content. Aujourd'hui, il n'est plus au CNHU, il est à Porto Novo, à l'hôpital de Porto Novo. C'est lui le chef service urologie de l'autre côté. De l'autre côté, à Porto Novo. À Porto Novo. Je disais, mais l'homme là, il croit en quoi il me donne une bouteille de vin? Est-ce que ce n'est pas l'affaire de œuf clair là qui est encore arrivé? Ok. On a commencé par sur la grossesse, jusqu'à thème. Et elle a accouché une merveilleuse fille.
Je l'ai prénommé Ifeoluwa, qui veut dire chez moi l'amour de Dieu. Oh. Je vous fais un grand bravo. En mars 2024. Aujourd'hui, ma fille, Ifeoluwa, elle dit l'amour de Dieu. de Dieu. C'est Pour vraiment... moi, est grand. Et aujourd'hui, elle a 1 an et demi. Félicitations. Et je suis encore très en forme. Mais j'ai voulu qu'on arrête. Sinon, même si je veux encore faire 10 enfants, je peux le faire. Ça vous fait juste 2? Oui, 2, c'est déjà bien. Un garçon et une fille? Un garçon et une fille, c'est déjà bien. Chez moi, on dit, lorsqu'on s'approche du tombeau, on ne fait plus des enfants. C'est ça. Ah, lorsque tu es en train de partir, on ne fait plus des enfants. Pour les faire souffrir. D'accord. Et comment votre femme, elle a vécu tout ceci? Ah, je vais dire que c'est une femme qui croit aussi en Dieu. Et elle croit en moi. Elle croit vraiment en moi. Elle croit en moi qui suis son mari. Elle croit beaucoup en moi. Et ça fait que la douleur n'était pas trop grande. Quand je lui dis ça va aller, elle dit oui, je te crois mon chéri. Je te crois. Et ça nous a beaucoup. Je vois que ça a été un couple vraiment soudé. Et c'est ça qui vous a permis, en fait, d'aller à la fin de cette exploration diagnostique pour finalement avoir votre fille. Quand vous n'êtes pas soudés, vous ne pouvez pas y arriver. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes aujourd'hui qui peuvent être à la recherche d'un enfant qui tarde à venir dans le couple? Il faut que les hommes sachent aujourd'hui que l'infertilité n'est pas le problème des femmes seules. Nous, les hommes, là, ça peut nous arriver à tout moment. Parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui favorisent notre infertilité. Quoi, par exemple? Je vais donner l'exemple de mes amis Kekeno, par exemple. Je vais donner l'exemple de mes amis Kekeno. Tout le temps sur la moto n'est pas une bonne chose. L'abus d'alcool. Nous consommons des choses pas trop bonnes pour notre santé. Et le manque de contrôle. Il y a des gens qui sont mariés, qui ont des enfants et qui ne connaissent même pas leur groupe sanguin. Oh là là. Il y en a. C'est pas bien. Vous voyez un peu. Ils ne connaissent même pas leur groupe sanguin. Et ils sont des pères de famille. Ça veut dire que ces gens-là n'ont jamais fait un bilan de santé. Oui. Il faut qu'on se contrôle. C'est vrai que les hommes n'ont pas tendance à aller à l'hôpital. Ce sont les femmes qui vont beaucoup plus à l'hôpital. Alors que pour maintenir une bonne santé, il faut apprendre à se connaître. C'est ça. Et ça commence par le groupe sanguin. Ça me permet, en fait, par rapport au groupe sanguin, de dire quelque chose. Souvent, les gens font, on va dire, des avortements clandestins. Mais si jamais vous êtes d'un résus, on va dire, positif ou même négatif, et que la femme, elle est du résus positif, par exemple, et que vous faites cet avortement sans mettre un anti-D, c'est-à-dire, il y a un produit là que les médecins vous mettent souvent, ça va donner après des fausses couches. Donc, il faut faire très attention et il faut se connaître. C'est essentiel, comme Monsieur Adjacent est en train de dire. Donc, voilà une leçon qui a été apprise, c'est faire des bilans de santé pour savoir où on en est par rapport à sa fertilité, mais même par rapport à sa santé de façon générale. Et puis, lorsque vous avez une infertilité dans le couple, il ne faut pas penser de go à la femme. Tout le monde, les deux peuvent être concernés. Donc, il faut aller à l'hôpital, déjà chez un gynécologue ou ensuite chez l'urologue pour faire une exploration diagnostique. Quand on dit exploration diagnostique, c'est que le médecin, il vous parcourt, vous les deux, pour pouvoir mettre la main sur ce qui fait que vous n'avez pas d'enfant. Et monsieur a parlé de cette infection qu'il a eue. Donc, il faut... L'homme, on dit souvent aux femmes de se connaître, mais les hommes aussi doivent apprendre à connaître leur corps. Et dès lors qu'il y a quelque chose qui ne va pas,
s'en remettre au médecin. C'est ça. Oui, c'est ça. L'homme doit chercher à se connaître. Parce que vous l'avez dit aussi, avant d'aller finalement à l'hôpital et de vous rendre compte que vous aviez la varicocèle, entre autres, ou même vous aviez constaté que votre sperme, il était clair, le volume avait diminué. Beaucoup. Donc, c'est des choses qui pourraient vous interpeller. Vous interpeller. Nous interpeller, oui. C'est des choses qui pourraient nous interpeller et savoir que, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut aller vers les vrais professionnels. Parce qu'il y en a aujourd'hui, c'est vrai. Ils sont dans les hôpitaux qui se font passer pour des urologues. Mais je ne peux pas dire qu'ils ne connaissent pas. Non. Monsieur le dit comme ça parce qu'il y a eu d'abord une première expérience, une première opération chirurgicale qui donc finalement n'a pas marché puisque le problème de la varicocèle était encore là. Donc ce monsieur, il a, on va dire, cet hôpital a diagnostiqué mais n'a pas su mettre la thérapie. Il y a quelque chose qui est aujourd'hui à déplorer dans certains de nos hôpitaux. Ils n'écoutent pas le patient. Déjà, quand j'allais vers eux, c'est ça qui m'avait découragé. Difficilement, ils m'écoutaient. Comme tu es patient, quand on dit déjà docteur, il est allé à l'école, nous autres, on n'est pas allé à l'école. Vous voyez? À peine ils m'écoutaient. C'est une déformation professionnelle. Moi, je l'ai étudié, c'est même pour ça que je fais de la communication en santé. Ils n'ont pas le temps d'écouter le patient. Et quand le patient est devant eux, ils ne voient que la maladie. Ils ne voient pas l'homme dans sa totalité, dans toute sa dimension. Ils s'occupent seulement du problème pour lequel il est là, oui. Parce que quand je suis allé voir le professeur Yévi, il m'a écouté. Oui. Il ne me connaissait pas, mais il m'a mis à l'aise dans son bureau. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps. Je sais qu'il a même un tableau. Il vous explique tout. Comment ça fonctionne. Exactement. Et vous étiez... tout. J'étais assis, je le regardais comme ça. Il m'a dit non, il a expliqué tout. Et j'avais compris. Et vous savez, c'est ce que les tradithérapeutes aussi font. Et c'est pour ça qu'ils ont plus de clients que les hôpitaux. Très, très souvent, quand vous allez chez... Je ne veux pas parler des charlatans, mais vous allez chez un tradithérapeute, il va d'abord prendre tout ce qui vous arrive à la maison, vous parler, vous poser beaucoup de questions avant d'administrer des soins, de sorte que vous soyez vraiment en confiance, voilà, pour entreprendre les soins avec lui. En dehors de tout ceci, quelles sont les autres leçons que vous avez apprises de votre expérience que vous vouliez partager avec ma communauté? Avec la communauté déjà, je veux dire à ceux qui sont aujourd'hui en couple, qui sont mariés, d'apprendre à écouter leurs femmes. Ça fait un. Vous savez, quand on écoute la femme, on prospère. Mais quand on méprise la femme, on échoue. Ah. Oui, ça c'est une vérité. Moi, ça me fait plaisir que ça vienne d'un homme. C'est une vérité universelle. La femme est le guide de l'homme. L'homme se croit fort, puissant, invincible. Mais il est très petit. J'ai l'habitude de dire aux gens, excusez-moi, que la femme est le temple le plus sacré qui existe sur cette terre. C'est la femme. Le temple le plus sacré, c'est la femme. Vous voulez que je m'explique? Oui, allez-y, dites. Okay. Si tu vas par exemple dans une mosquée, c'est arrivé à l'intérieur qu'on s'agenouille pour prier Dieu, n'est-ce pas? Quand tu vas dans une église, c'est arrivé à l'intérieur de l'église qu'on s'agenouille pour prier. Mais la femme, on s'agenouille avant d'entrer. Et tous les hommes s'agenouillent. Oui, Dieu nous a rabaissés. Les hommes doivent savoir ça. Dieu nous a rabaissés. Il nous a mis dans la main de la femme comme notre deuxième mère. Et si je n'avais pas écouté ma femme, je ne serais pas là aujourd'hui. J'allais déjà gaspiller ma vie, aller prendre une autre femme, continuer par faire. Et cette femme que tu vas prendre, si tu lui dis que tu n'avais pas d'enfant, elle va t'amener une grossesse.
Si tu dis à la femme que tu es allé chercher dehors, que c'est parce que ta femme n'a pas enfanté, que tu l'as prise, elle va te faire 5 enfants. Qui ne seront pas de toi. Que 2 ne seront de toi. Et tu vas garder des enfants bâtards, des enfants illégitimes. Et c'est au soir de ta vie qu'elle va te dire, ces 5 enfants-là ne sont pas tes enfants, voici le papa. Voilà. Pour t'accompagner directement dans la tombe. Vous voyez un peu. Ça, c'est grave. Donc, Mais vous savez que d'autres aussi auraient pu battre leur femme. Hein? non, on ne frappe pas la femme. D'abord, Elle ne fait pas d'enfant, donc Non, ça. on allait lui mettre la violence C'est très psychologique, C'est très dangereux. l'embêter à chaque fois à la maison. D'abord, l'homme qui lève sa main et frappe une femme est maudit. On ne frappe pas la femme. D'accord. C'est Et la notre- violence psychologique? C'est très dangereux aussi. Vous la nourrissez, elle est à la maison, mais elle n'arrive pas à vous donner Elle un te enfant. nourrit aussi en retour. Elle n'arrive pas à vous donner d'enfant. Mais c'est ça. Est-ce que c'est Vous, sa vous faute? avez été patient. Elle n'est pas Dieu. D'accord. La femme n'est pas Dieu. C'est pas elle qui fabrique les enfants. Même si c'était elle-même qui était infertile, on ne doit pas la brimer. Non. On doit la traiter avec respect. Parce que ce n'est pas sa faute. C'est ça. Parce que ce qui lui est arrivé, aujourd'hui, je comprends que ce qui est arrivé à l'homme, ce qui m'est arrivé aujourd'hui, peut aussi arriver à ma femme. D'accord? Et si ce qui est arrivé à la femme peut arriver aussi à l'homme, ça veut dire que lorsqu'on se marie vraiment, on doit se comprendre et se soutenir. C'est ça le mariage. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève, c'est ce qu'a dit le livre saint. Mais si on fait autre chose en dehors de ces choses, c'est pas bien. Ça vous fait combien de temps de mariage? Ça fait 14 ans de mariage. 14 ans de mariage. Mais Et vous ne l'avez jamais trompé? Non, je ne peux pas le faire. Au moment où vous étiez en train de chercher à avoir un enfant et que c'était difficile, vos amis vous ont demandé d'aller voir ailleurs. Il ne vous est jamais passé par la tête d'aller voir ailleurs. Vous pouvez jurer Non, que vous ne l'avez jamais non, trompé. cela ne m'est jamais arrivé à la tête. Mm. Non. Parce que, vous savez, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas trop la maladie. Et quand je vais partir dehors maintenant, il y a beaucoup de mal, beaucoup de maux dehors. Je vais prendre la maladie, mon corps va encore souffrir. Vous savez, vous voyez? Donc, ça ne m'est jamais arrivé à la tête. Parce que je me suis dit déjà que même un seul garçon qu'il m'a donné, si c'est ce que Dieu voulait, c'est la volonté de Dieu. Je vois que vous avez beaucoup de foi aussi. Oui. Et je lui proposais même qu'on adopte. Elle était soucieuse du fait qu'on ne faisait pas. Elle dit, bon, on peut adopter. Dans un contexte béninois et africain, Oui. adopter, vous n'aviez pas eu peur Du qu'en dira-t-on? Oui. Non, ça ne me dit rien. Je vis ma vie. Vous savez, quand tu vis ta vie à cause des autres, c'est mauvais. Imaginez, vous voyez, quand quelqu'un meurt, la vitesse avec laquelle nous l'oublions. Oui? On l'oublie très vite. Mais si tu passes ton temps à vivre ta vie pour les autres, si tu meurs le jour, tu meurs, ils t'oublient. Ils ne savent même pas que tu as existé sur la terre. Donc, vis ce qui peut te rendre heureux. Si une adoption me rend heureux, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Moi, j'étais prêt pour aller adopter. Et je lui proposais ça. Je lui disais, même si elle ne voulait pas au Bénin, vous pouvez aller au Niger en temps. Vous pouvez aller dans d'autres pays, la sous-région. On va adopter un enfant. On va le faire de façon légale. Et on l'amène à la maison. Pour seconder notre garçon. Moi, j'étais prêt à le faire. Je suis très admirative de votre comportement tout au long de ce parcours où vous étiez en train de chercher à avoir un enfant. Merci vraiment de vous être comporté comme ça avec votre femme. J'espère qu'elle vous le rend très bien. Oh oui. Parce que c'est très rare d'avoir des époux comme ça, un époux comme ça, c'est rare. Si vous le permettez, c'est une femme merveilleuse. Vous avez peut-être envie de lui dire quelque chose. Je vous offre ma caméra pour lui dire. Ah, Roland, depuis qu'on s'est mariés, elle m'appelle toujours mon amour. Mon amour. Moi, je l'appelle également mon amour, ma chérie. Reste tel que tu es. Tu m'as beaucoup comblé. Et je dis toujours, avant que je ne quitte cette terre,
je te rendrai toujours aussi heureuse. Par la grâce de Dieu. Là, là. C'est Je suis jalouse. Je suis jalouse. J'aurais voulu avoir un homme comme ça. Alors, dites-moi, vous avez aimé notre discussion, notre conversation? J'ai beaucoup aimé. Parce que cette discussion, elle est éducative. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont de ce problème. Il y en a qui viennent me voir. Hein. On cause, il y a des hommes, on cause avec eux. Ma femme est stérile. Excusez le mot, hein. Je dois aller prendre. Je dis non, vas-y. Et un jour, un monsieur, un ami, on était ensemble à Parakou, il est venu me voir. Lui, il a fait 15 ans de mariage. J'ai dit, mais est-ce que toi-même là, tu as fait un examen pour voir ce que tu es? Il m'a dit non, lui n'a pas besoin. Lui, il est un homme. Lui, quand on lui fait l'amour, il éjacule. Je dis non, c'est faux. Mais quand il est allé réellement faire, le spermogramme, il était allé le faire au Togo, on lui a dit qu'il n'y a même pas de spermatozoïde dans son sperme. Oh là là! Oui, il n'y a pas de spermatozoïde dans son sperme. Et comment il s'est Il senti? a fait le traitement au Togo. D'accord. Il y a de cela 4 ans. L'année passée, ils ont eu un garçon. Félicitations à Après eux. 7 ans de mariage. Il mettait le torse sur la femme. Et la femme, en ce moment, lui, Elle souffrait. il est un peu violent. La femme a commencé par maigrir. La femme a commencé par se morfondre. Elle voulait même partir. Alors que c'était de sa faute. C'était de sa faute. Et c'est ce que j'aimerais que ma communauté retienne quand on parle d'infertilité. Sincèrement, la science a prouvé aujourd'hui que les torts pourraient être partagés. C'est 30% pour la femme, 30% pour l'homme également. Et le reste, ça peut être les deux, des histoires d'incompatibilité. Quant à l'infertilité masculine, il y a beaucoup de causes qui peuvent justifier cela. Dans le cas de monsieur, il y avait l'infection, il y avait la varicocèle, il y avait également un kyste. Et tout à l'heure, dans l'exemple qu'il vient de nous donner, je crois que lui, c'était au niveau de ses spermatozoïdes il n'y en avait pas de bon dans son sperme. Au départ, il n'y en avait même pas du tout. C'est après la première opération qu'il y avait des spermatozoïdes qui n'étaient pas encore certainement bons. que lui aussi, c'était la varicocèle. Parce Exactement. que la varicocèle, lorsque la température augmente au niveau du scrotum, il y a des difficultés à produire justement les spermatozoïdes. J'ai été très contente de partager votre expérience avec vous. Et dites-moi, comment vous vous êtes senti? Très bien. Je suis vraiment content. Ok. Alors, nous allons nous dire bye bye et nous retrouver encore une prochaine fois pour une autre vidéo. Je vous dis ciao. Bye bye. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos.